des hauts et des bas. Le club des éditorialistes, mesuré par Thomas Binet. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver après ce week-end assez tumultueux. Nous devions avoir ce soir un numéro spécial avec Arnaud Chiche, le médecin. Il s'avère que pour des raisons personnelles, il ne peut honorer notre rendez-vous. On aura très probablement l'occasion de l'avoir à un autre moment et je vous donnerai malgré tout le résultat du sondage que nous avons mené sur l'hôpital en fin d'émission. Alors, n'hésitez pas pour le débriefing du week-end, ça sera donc notre sujet comme tous les lundis soirs du coup, à pouvoir participer sur le fil Facebook de notre émission en posant vos questions que je reprendrai à l'envi en fonction du moment où vous la poserez. Alors, justement, deux sujets ont animé ce week-end. Vous l'avez suivi au niveau politique, le Congrès LR. Ça y est, nous connaissons le résultat. Et Éric Zemmour avec le lancement de sa campagne. Alors, pour débattre de ces deux sujets, je suis accompagné ce soir de Marc Baudrier. Vous êtes journaliste et directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir Marc. Bonsoir Thomas. Et Didier Maestro, vous êtes journaliste, vous êtes également le président de PDA TV et vous êtes présentateur de l'émission Radio Maestro. Bonsoir Didier. Bonsoir à tous. Congrès LR. On l'a appelé « Et maintenant » parce que ça y est, nous connaissons l'affiche. Ah oui, cette affiche était belle et la photo devait être flatteuse. La famille réunie autour de Valérie Pécresse, la gagnante du pater familias Christian Jacob, des 4 mousquetaires déchus et déçus. Cette unité retrouvée devait faire oublier l'ancienne primaire et montrer que les LR étaient de retour, prêts à en découdre avec Emmanuel Macron. Et pour autant, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'Éric Ciotti fasse entendre sa différence. Moins de 24 heures après, monsieur 39% a critiqué vertement Valérie Pécresse en lui reprochant de ne pas envoyer le bon message après sa victoire. Aujourd'hui, lundi, en déplacement dans le fief d'Éric Ciotti, Valérie Pécresse a réaffirmé qu'il aurait une place très singulière dans sa campagne. Alors, comme disait Voltaire, « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge ». Nous allons en débattre. Marc Baudrier, ça y est, on connaît, c'est Valérie Pécresse. Et dans la même seconde, quelque part dans les mêmes heures, on voit Éric Ciotti commencer à se démarquer. Et aujourd'hui, de nouveau, c'est la lune de miel. Ça va tenir comme ça jusqu'au mois d'avril ? Écoutez, on peut compter sur Éric Ciotti, je pense, pour essayer de tenir la dragée haute à Valérie Pécresse. C'est ce qu'on a vu. C'est qu'il n'avait pas l'intention de se laisser oublier par la candidate qui l'a emporté largement avec 60% des voix, mais face à un concurrent qui a surpris par son score, parce qu'il était arrivé en tête avec 25% des voix, il aurait pu rester à 25% s'il y avait un vrai clivage. Or, il n'est pas resté à 25%, il a obtenu, vous l'avez dit, presque 40% des voix. Oui, tout en sachant, que les autres candidats du premier tour avaient appelé à voter pour Valérie Pécresse. Donc, absolument. Mathématiquement, c'était 75%. Absolument. Or, les mathématiques ne s'appliquent jamais en politique. Et là, encore une fois, on a vu un Ciotti beaucoup plus haut que le niveau auquel on l'attendait. Et donc, ça veut dire quelque chose, évidemment. Ça veut dire que, d'abord, il a une dynamique derrière lui qui ressemble un petit peu à celle d'Éric Zemmour. C'est amusant parce qu'ils sont sur une ligne qui n'est pas très loin. D'ailleurs, ils jouent tous les deux beaucoup avec leur proximité. Et cette dynamique, eh bien, ça lui donne encore plus que son score, ça lui donne une force qui est tout à fait singulière et avec laquelle Valérie Pécresse devra compter, d'autant qu'il a à sa droite, Éric Ciotti, les 30 à 35% de voix, de réservoir de voix, puisqu'elle le voit comme ça, je ne suis pas sûr que ça se termine comme ça, mais ça on en parlera peut-être, du Front National et d'Éric Zemmour. Donc, si vous voulez, il représente quand même une large frange de l'opinion. S'il représente 40% des 10 à 15% de LR, ça fait 5 points, quelque chose comme ça, de 5 points de la population, 5%, à rajouter aux 35%, vous voyez qu'on parle d'une frange extrêmement
extrêmement importante de l'opinion, et donc il sait qu'il pèse lourd, et je pense qu'il vendra cher sa peau, Éric Ciotti, sachant que, bon, évidemment, le discours et le positionnement de Valérie Pécresse avec un adjoint comme Ciotti, et puis coincé entre le marteau, donc Ciotti et l'enclume du macronisme, la partition va être très difficile à jouer. D'ailleurs, Marc Baudry, on disait avant le début de la primaire que, au même titre que Philippe Juvin visait, c'est ce qu'en tout cas les commentateurs disaient, le ministère de la Santé au cas où les LR gagnaient l'Élysée. On parlait d'Éric Ciotti pour le ministère de l'Intérieur. Là, notoirement, c'est plus, hein. Il vise plus que le ministère de l'Intérieur. J'en prends pour preuve les propos de Valérie Pécresse aujourd'hui, qui disait et qui flattait quelque part les idées d'Éric Ciotti sur le plan économique. Oui, donc, absolument. Ouvrant le spectre. Hein. Et qui le comparait à Charles Pasqua. Oui, absolument. Se mettait dans la peau de Jacques Chirac et comparait Ciotti à Charles Pasqua. Donc, en gros, il serait un peu la jambe droite de Valérie Pécresse. Oui, c'est sûr que c'est plus qu'un poste de ministère de l'Intérieur. On pense peut-être plus un Premier ministre. à un poste de Matignon, un profil pour Matignon. Mais bon, tout ça va être compliqué à... Il faut déjà gagner. Exactement, voilà. Didier Maistre, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on n'est pas dans un remake un peu modernisé du « je t'aime moi non plus » entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti ? Incontestablement, c'est le problème des Républicains depuis pas mal d'années. Hein. Je dirais même avant, avec l'UMP, la fusion du RPR et de l'UDF. Le premier parti étant plutôt populaire et jacobin, le deuxième plutôt girondin, européen et décentralisateur, avec des traditions très différentes. Les UDF, pour le dire vite, étaient plutôt des notables de province, bien implantés dans les régions. Le RPR, c'était tout à fait autre chose. Ça, c'était la ligne Juppé. C'est Juppé qui a voulu cette fusion. Et dès lors, ce sont des plateformes qui se sont réunies pour gagner les élections, avec toujours le sentiment pour les uns et pour les autres, et notamment pour les gens issus de la droite bonapartiste et plutôt nationale, d'être toujours un peu les dindons de la farce. Mais on leur disait, oui, mais on ne peut pas, si on ne fait pas ça, on ne gagne pas les élections, premièrement. Et deuxièmement, ils ont dû admettre qu'il fallait être européen, parce que de toute façon, la question avait été tranchée. Donc, ils se sont faits contre mauvaise fortune, bon cœur. Et le divorce n'a cessé de se prononcer. Et je dirais, il a traîné en longueur. La faille s'est ouverte. Et il y a eu un hiatus, donc, de plus en plus grand entre les militants, le peuple de droite, je dirais, et ce que disaient ses représentants. Et donc là, évidemment, Ciotti a mis le doigt où ça faisait mal, s'est engouffré dans cette brèche. Ensuite, on parlera de Zemmour qui fait de même. Et en fait, c'est basé sur la frustration, tout ça. C'est une cocotte minute. Plus largement, le peuple français est dans une cocotte minute. Mais justement, d'aller titiller comme ça l'électorat de droite en leur disant « on vous a menti, vous n'avez pas pu faire valoir vos idées, regardez, moi je suis comme vous, frustré, maintenant on entend que ces idées triomphent ». C'est voilà la ligne sur laquelle il joue. Ça sera très difficile, effectivement, pour Valérie Pécresse. Parce que si elle va trop à droite, on lui dira « mais que ne l'avez-vous fait avant ?» Si elle va trop dans le côté centriste ou vers Macron, on lui dira « vous êtes Macron compatible ». C'est pas du tout... Donc elle est un peu elle est même complètement piégée. Est-ce que, Marc Baudry, est-ce que Éric Ciotti ne serait pas un peu le VRP de Laurent Wauquiez ? Parce qu'on ne l'entend pas depuis quelques jours. Écoutez, Laurent Wauquiez, on l'a mis derrière tous les candidats LR, donc au final, je ne sais pas très bien à l'oreille de qui il peut parler, mais enfin, j'oublie c'est pas certain quand même, que... Vous ne l'oubliez pas non plus, qu'Éric Ciotti avait indiqué que s'il gagnait cette primaire et qu'il gagnait de facto derrière pour lui la présidentielle, il mettait qui à Matignon ? Laurent Wauquiez. Absolument. C'est le seul à l'avoir revendiqué. C'est vrai. Mais en tout cas, on a dit aussi que Wauquiez était derrière d'autres, notamment derrière Barnier, je me souviens.
bon, bref, je ne sais pas très bien ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, il y a quand même une césure dans cet attelage qui est très lourde. C'est le deuxième tour des précédentes présidentielles. Parce qu'au deuxième tour des précédentes présidentielles, Valérie Pécresse avait affirmé qu'elle voterait Macron, alors que Ciotti avait dit qu'il ne voterait pas, qu'il s'abstiendrait. Et si vous voulez, cette césure-là, évidemment, les deux amis Zemmour et Le Pen vont enfoncer un coin là-dedans, dans ce duel, si vous voulez, en tout cas dans ce duo, qui risque de s'enfoncer assez facilement, parce que on va se souvenir de ça, on va se souvenir du fait que Valérie Pécresse était compatible avec Macron, même si c'était une compatibilité minimum au deuxième tour d'une présidentielle, alors que Ciotti l'avait refusé. On va se souvenir que Ciotti, au deuxième tour, aurait choisi Zemmour plutôt que Macron, alors que Valérie Pécresse ne s'est pas prononcée en cas de deuxième tour. Or, il va falloir qu'elle se prononce. Évidemment, les journalistes, s'ils font bien leur boulot, ils le feront certainement, nos confrères. À partir du principe qu'elle est au deuxième tour pour ne pas répondre. Oui, alors évidemment, elle va dire, mais on verra ça quand je serai au deuxième tour. Mais elle ne peut pas en même temps affirmer à chaque fois qu'on l'interroge qu'elle sera au deuxième tour et ne pas répondre à cette question. Donc ça va être compliqué pour elle, et je ne parle même pas des intentions de vote. Elle est à 11%. D'intention de vote, alors que Xavier Bertrand était à 14. Donc, c'était pas le meilleur cheval pour LR dans la course vers la présidentielle. Alors, à 14, il était déjà le 3e ou le 4e candidat, 4e, je crois. On va voir s'il y a une dynamique avec ce week-end. On verra s'il y a une dynamique avec ce week-end. Mais bon, en tout cas, ils partent de loin. Alors, messieurs, vous êtes de fin littéraire, ça n'a échappé à personne. Il n'avait échappé également à personne qu'Éric Zemmour appelait son mouvement Reconquête, et Éric Ciotti utilise très fréquemment le terme de renaissance. Pas de similitude intellectuelle, renaissance, reconquête. Oui, on n'est pas sur les mêmes fondamentaux. Non, l'un est plus sensible à l'Italie, mais ça c'est la proximité des Alpes-Maritimes. Zemmour est sans doute plus féru d'histoire espagnole, c'est la reconquête chrétienne en Espagne au Moyen-Âge. On voit bien de toute façon qu'il s'agit d'une renaissance, d'une reconquête. Il y a toujours cette sémantique. Ils l'ont dit les deux d'ailleurs, que le pays nous avait quittés. Voilà. C'est pas pas les Français qui ont quitté leur pays ou qui ont déménagé, c'est le pays qui a quitté les Français. Donc on est dans ce champ lexical-là, cette sémantique, c'est-à-dire un peu finalement, si je boucle la boucle, ce qu'avait dit Jack Lang à propos de l'arrivée de François Mitterrand, nous allons passer de l'ombre à la lumière. Donc c'est un peu cette idée-là que nous sommes dans le noir absolu, le Moyen-Âge. Alors les médiévistes me pardonneront parce que c'était une période lumineuse aussi, le Moyen-Âge, en vérité. Mais donc dans l'imaginaire populaire, c'est comme ça. Donc grâce à nos lumières qui vont arriver, tout va s'éclairer. Et d'ailleurs, Zemmour s'est projeté, on est déjà dans Zemmour, mais à un siècle. Donc, vous voyez, il a dit je travaille pour la France de dans 100 ans. Donc, il y a bien cette idée de renaissance et toujours de ce côté civilisationnel. Notre civilisation qui serait en péril et qui va disparaître sous les joues d'un islam conquérant. Voilà l'idée de fond. Elle est parfois complètement objectivée, elle est toujours subliminale et suggérée. En tout cas, c'est cette ligne qui parle aujourd'hui aux électeurs, me semble-t-il, en tout cas ceux qui ont voté pour le Congrès. Encore faudrait-il voir sur les 75 000 nouveaux qui se sont inscrits depuis le 25 septembre, qui sont réellement ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas des macronistes ou des gens différents qui ont une stratégie politique? C'est toujours possible. Nous verrons bien. Mais de toute façon, on sent bien, au-delà du phénomène médiatique, que ces idées-là, on le vend en poupe. Après, on peut le regretter ou applaudir. Personnellement, je le regrette, mais voilà. Marc Baudrier. Personnellement, j'applaudis. Voilà. C'est pour. Alors, avant d'applaudir, on va revenir à mes questions, Marc Baudrier. Comment
On a bien vu, durant les primaires, ce qu'on a appelé les primaires, même si le terme n'était pas considéré comme tel cette année, que Valérie Pécresse a, durant les débats, durci un peu son discours. Le résultat d'Éric Ciotti ne peut que la pousser à durcir encore un peu plus, d'autant plus qu'elle a dit aujourd'hui qu'elle va pimenter, c'est le verbe qu'elle a utilisé, son projet avec les idées d'Éric Ciotti. Mais alors, c'est un ticket alors qu'elle est en train probablement, un peu à l'américaine, proposer dans ce débat de la présidentielle. Comment peut-elle tenir jusqu'au mois d'avril comme ça, alors que de l'autre côté, vous avez Marine Le Pen, vous avez Éric Zemmour, et je croyais que par principe, on préférait toujours l'original à la copie. On sait aussi qu'il y a Valérie Pécresse, ancienne ministre du Budget, plus traditionnelle, plus conservatrice que d'autres. Donc comment cette mue peut prendre au niveau d'un électorat ? Oui, c'est une vraie question. C'est toute la question et toute la problématique de Valérie Pécresse, d'avoir à faire avaler à son électorat cette mue absolument spectaculaire qui l'a fait passer dans un discours qui est en réalité extrêmement proche de celui d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, alors que jusqu'ici, elle l'a dénoncé très vertement et qu'elle a quand même un passé politique, Valérie Pécresse. Elle a été au Conseil... Elle est présidente de région et donc dans sa région, évidemment, elle a une opposition du Front National qui connaît par cœur ses décisions et ses répliques lorsqu'ils ont proposé un certain nombre de réformes, etc. Donc ils savent très bien que Valérie Pécresse n'était pas sur la même ligne qu'eux. Elle n'est pas toute neuve en politique, contrairement à Zemmour, par exemple. Donc évidemment, ça va être compliqué pour elle. Ça va être compliqué d'interdire aux gens du Front National qui la connaissent à la région de parler. Et ça va être compliqué donc de montrer aux électeurs, de faire croire aux électeurs, et c'est tout le problème de LR, de faire croire aux électeurs que demain ils vont faire la politique qu'ils dénonçaient hier, quoi. Donc c'est vrai qu'elle est dans un corner à 11% jusqu'ici, peut-être 14% si elle arrive à récupérer les voix qui se portaient sur Xavier Bertrand, pour arriver à 15-20, autour de 20%, et c'est à cette hauteur que se jouera l'accès au deuxième tour des présidentielles, il lui faut doubler ses intentions de vote. C'est beaucoup. Ça arrive, ça peut arriver. C'est beaucoup, et je ne dis pas que c'est impossible, mais la marche est très, très haute. Alors Didier Maistre, maintenant, il y a une autre question qui va se poser très rapidement, c'est les 500 signatures. Ce sont les parrainages, parce que c'est un vrai sujet. Alors, on imagine bien que pour Valérie Pécresse, ce n'est pas le sujet, mais pour Éric Zemmour, ça peut quand même être le sujet. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais pour un certain nombre de candidats, même Marine Le Pen dit qu'elle peine à les trouver. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de bloquer ? Vous les imaginez tous arriver jusqu'au bout avec les 500 signatures ? En tout cas, dans les gros candidats, je ne peux pas imaginer qu'il en soit autrement. Je pense que Éric Ciotti et beaucoup des membres des Républicains vont s'activer en coulisses pour que Éric Zemmour ait ses signatures. Ça me semble imparable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire par là qu'Éric Ciotti serait la fausse barbe d'Éric Zemmour ? Éric Ciotti, c'est échec et mat, si vous voulez. Soit il arrive à faire en sorte que Valérie Pécresse monte en mettant en avant ses idées, et là, c'est tout bénéfice aussi pour lui. C'est un peu l'équilibre métastable. Soit il va faire en sorte que Zemmour progresse et le prenne aussi avec lui. Pour l'instant, il est un peu au milieu du gué. C'est un peu l'arbitre des élégances, si j'ose dire. Et donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Dans tous les cas, de toute façon, c'est lui qui a les clés. Et puis, au-delà de la présidentielle, c'est pour ça qu'Éric Zemmour a annoncé la création de son parti, a parlé des législatives, des villes et des régions et des départements. Il faudra construire un mouvement. Et un mouvement avec des élus de terrain. Parce que il s'agira derrière d'avoir une majorité. Et Éric Ciotti et ses amis entendent bien peser dans ce rôle-là, avoir ce rôle-là de premier plan pour permettre à l'un ou à l'autre d'avoir une majorité. D'ailleurs, il vient d'indiquer qu'au sein des LR, il crée un mouvement qui s'appelait À droite. Voilà. C'est étonnant, d'ailleurs. Non, moi, ça a le mérite d'être clair.
Oui, ça a le mérite d'être clair et ça montre bien qu'il n'a peut-être pas l'ambition seulement de rester la roue droite de Valérie Pécresse. S'il crée un mouvement, c'est de deux choses l'une. Soit c'est pour peser très lourd, comme on l'a dit il y a 5 minutes, sur la candidature et le programme de Valérie Pécresse, soit c'est pour menacer de quitter et d'aller ailleurs. Donc chez qui, on ne sait pas, mais enfin, de partir avec son mouvement. C'est quand même un coin qui est enfoncé, là encore, dans le socle électoral de le LR. Alors, tiens, je me tourne vers vous, Didier, parce que on sait que Éric Ciotti, dans le sud de la France, il n'a pas toujours eu des rapports avec des Christian Estrosi, des Renaud Muselier assez faciles. Et puis, je n'évoque pas tous les autres. Est-ce que ce qu'il a réussi à faire, ces 39%, je l'évoquais tout à l'heure, et maintenant son assise au sein des LR, c'est pas une manière de pouvoir aussi, au-delà du national, de peser encore plus fort régionalement et de régler 2-3 petits comptes au passage? C'est un plus. Ciotti, c'est le révélateur. Le révélateur du schisme dont je parlais tout à l'heure entre les représentants de la droite et l'électorat. Et donc, jusqu'à présent, il y a eu un cordon sanitaire entre les idées du Front National, au moins depuis 30 ans, imposées par les dirigeants de la droite. Et de plus en plus de gens se sont élevés contre ça. Il y a eu la droite forte d'abord, Guillaume Pelletier, des gens comme ça. Il y a eu d'autres tentatives, plus ou moins réussies, plus ou moins avortées, pour que ces gens franchissent le Rubicon et que les élus disent « rassemblons-nous avec notre famille initiale » qui a été captée par le Front National, créé par François Mitterrand. On s'en souvient tous de l'histoire. Donc, de quoi est-il le nom et de quoi est-il le révélateur, Ciotti? Est-ce que c'est une différence de nature? LR, Rassemblement National, Éric Zemmour, ou est-ce que c'est une différence de degré? Lui, il dit c'est une différence de degré. Et c'est ce que dit Zemmour en appuyant là-dessus, en disant on n'a pas eu le courage d'aller au bout de ce qu'attendaient nos électeurs. Et jusqu'à présent, y compris d'ailleurs Valérie Pécresse, y compris Xavier Bertrand, avec force d'ailleurs, on dit non, on n'a rien à faire avec ces gens-là, c'est une différence de nature. Donc quelle ligne va gagner au sein de l'électorat? Parce que là, on parle de tout petits appareils, même s'il y a 143 000 personnes, je ne sais pas combien qui votent, c'est infinitésimal par rapport au corps électoral. Et on peut imaginer que beaucoup de gens voteront à cette présidentielle. Les quartiers populaires, ça c'est moins sûr, et c'est un des enjeux majeurs aussi du scrutin. Mais voilà ce qui est en train de se jouer. Finalement, est-ce que l'extrême droite, ou baptisée telle, est fréquentable? Est-ce que c'est que simplement une droite qui n'a pas oublié d'être de droite et qui dit les choses un peu plus fortement? Ou est-ce qu'elle n'est vraiment pas fréquentable? Parce qu'on est d'accord, Didier Maistre, c'est pour dire qu'on n'a jamais été aussi à droite depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Pour cause. Oui, c'est vrai que... On pourrait envisager l'union des droites, quelque part. C'est le résultat du cordon sanitaire. Cordon sanitaire a étranglé la droite. Pas seulement, il y a eu ça, et il y a aussi l'espace occupé par Emmanuel Macron, qui va fortement mordre au centre-gauche, fortement au centre-droit, qui ne s'est pas appuyé sur les partis traditionnels et sur les corps constitués, les corps intermédiaires, comme on dit. Donc ça crée le vide. Donc mécaniquement, ça pousse les gens à l'extrême droite, ça pousse les gens à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Et finalement, qui fait encore de la politique? C'est l'extrême gauche et l'extrême droite. Et à tort ou à raison, ce que je dis, mais c'est perçu comme ça par l'opinion, par beaucoup de gens en tout cas. Et donc au milieu, les gens disent, oui, mais ça c'est des querelles, c'est des tambouilles d'appareils. Et donc voilà sur quoi surfent les uns et les autres, avec tous les dangers que cela comporte, me semble-t-il, parce que ça libère finalement un certain nombre de frustrations, mais aussi de pulsions. Et donc finalement, la question qui est posée, c'est est-ce que vous préférez un corps constitué de partis politiques qui ont failli, mais on avait une droite, on avait une gauche, on pouvait s'affronter et c'était bien, ou est-ce que maintenant on va beaucoup plus loin? Et évidemment, on voit bien que cette campagne se fait dans la disruption et que ça va être très violent et elle démarre sous des auspices qui sont quand même pas, me semble-t-il, terribles. C'est la situation de la France qui est très violente.
Aussi. Marc Gaudrier, Union des droites, avant, après l'élection présidentielle ? Écoutez, ça c'est le grand enjeu. En tout cas, c'est l'absence de l'union des droites, c'est ce fameux cordon sanitaire qui a jeté dans les bras du Front National et d'Éric Zemmour 30 à 35% de l'électorat français. Parce qu'on parle de 35%. Et je ne vous parle même pas de Dupont-Aignan et d'autres qui pourraient se relier, ni même d'Éric Ciotti. Hein, sinon, on monte encore au-delà. Donc, en tout cas, le cordon sanitaire a fait la preuve de son utilité pour la droite nationale. Hein, il faut le maintenir. Il faut le maintenir si on veut que la droite nationale l'emporte. Qu'est-ce que vous appelez la droite nationale ? Zemmour et Le Pen. Hein. Et donc, est-ce que votre question c'était précisément... Ma question c'est de savoir, est-ce que l'union des droites, puisque c'était un peu le thème qu'on abordait à l'instant, peut se faire avant ou après la présidentielle ? Parce que beaucoup l'évoquent quand même. Elle est possible avec un Ciotti. Je ne vois pas comment elle pouvait être possible avec un Bertrand, par exemple, qui disait lors des débats je ne vois pas comment Marine Le Pen pourrait régler les problèmes, elle a envie. C'est ce qu'il disait, c'était sa punchline. Donc là, on ne sent pas tellement le prêt à l'union. Mais c'est vrai que la droite ne l'emportera que si il y a un axe qui se fait entre le premier et le deuxième tour, entre au moins une grande partie des LR, et ça Zemmour le sait, et c'est pour ça qu'il en appelle et qu'il est si sympathique avec Ciotti, qui lui rend d'ailleurs toutes ses gentillesses. Marc Gaudrier, est-ce qu'ils peuvent se mettre d'accord ? Parce qu'on a bien vu lors des précédentes présidentielles... Mais ils sont d'accord. Ciotti, Zemmour et Le Pen sont d'accord. Non, mais se mettre d'accord pour laisser un seul candidat, par exemple, ou faire des accords d'appareil de manière à, par exemple, se présenter un front uni face aux législatives. On a bien vu que la gauche n'y arrive pas dans cette échéance. Elle était bien partie à un moment donné, l'échéance précédente, mais ça n'a pas fonctionné. Donc on voit bien que les deux blocs, droite et gauche, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un candidat unique, qui est quand même le sésame pour gagner face à Emmanuel Macron. S'ils veulent, il va falloir quand même qu'ils se mettent d'accord. Absolument. Et alors ça, la question est passionnante, c'est la grande question de ce scrutin présidentiel. Et répondre à cette question, ça serait rentrer dans le tréfonds des personnalités de chacun des 3 ou 4 grands candidats de droite. Enfin, des grandes personnalités, je veux dire, c'est-à-dire Zemmour, Le Pen, Ciotti et Pécresse, grosso modo. Et là, on a affaire à des personnalités, à des égos, à des stratégies pour les partis, pour l'avenir, à des ambitions ministérielles ou non, à des analyses sur la Macron-compatibilité de certains, je pense notamment à Pécresse. Voilà, donc là, c'est compliqué à dire aujourd'hui. Mais c'est vrai que la droite ne peut l'emporter que si il y a une alliance de toutes ces forces-là. Moi, j'en suis convaincu. Et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui en sont convaincus aussi. On verra ça à l'issue du premier tour. En tout cas, avant, ça va être compliqué parce qu'évidemment, tous ces gens-là engagent des frais, ont un discours à tenir, ont une campagne lancée, etc. Donc, tout ça ne peut se déboucler qu'au terme du premier tour. Mais là, c'est vrai qu'il faudra mettre carte sur table. Et là, on verra quels sont ceux qui veulent vraiment renverser Macron et ceux qui, finalement, n'ont tenu un discours que pour capter des voix et qui ne croient pas vraiment à ce qu'ils ont dit. Donc, il y a aussi ça sera la grande révélation. Il y a aussi des gens qui veulent renverser Macron et qui ne sont pas forcément favorables à la ligne Zemmour. Hein. Parce que ça aussi, c'est un piège qui est tendu à beaucoup de gens. Si vous critiquez Zemmour, on vous dit « Ah, mais t'es pour Macron ». Si vous critiquez Macron, on dit « Ah, t'es pour Zemmour ». En fait, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent ni concernés par l'un, ni concernés par l'autre. Mais bien sûr. Et ça, c'est un piège aussi. Mais ce raisonnement est valable avant le premier tour. Après le premier tour, il est clos. Tout à fait. Oui. Eh bien, écoutez, je pense que les jours déjà, parce qu'on va très certainement avoir des petits sondages qui vont sortir pour nous dire comment tout ça est en train peut-être de se cristalliser. Donc dans les jours qui viennent, on va avoir un peu plus clair sur l'entrée en campagne de Valérie Pécresse. Alors pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, je rappelle que l'émission spéciale sur l'état de la santé en France n'a pas pu se tenir ce soir en raison de l'absence d'Arnaud Chiche. Malgré tout, nous avions posé un sondage, je vais en donner le résultat immédiatement. Le sondage, c'était selon vous, est-ce que l'hôpital est au bord de la rupture ? C'est sans appel pour vous qui nous avez suivis, qui nous suivez, qui avez voté 1136 votes. Eh bien, la rupture est consommée.
oui 85,7%, non 10,95%, ne se prononce pas, ne sait pas 3,35%. Alors, on aura l'occasion de faire un numéro, on n'a pas pu le faire ce soir, on fera un numéro sur effectivement l'état des hôpitaux et de la santé en France, au même titre d'ailleurs qu'on fera un numéro très prochainement sur l'éducation nationale, parce que je suis assez convaincu que le résultat ne devrait pas si être éloigné que cela. On a de gros problèmes aussi sur ce ministère et sur la façon avec laquelle il est piloté aujourd'hui. On voit bien quand même qu'il y a beaucoup de difficultés au sein des enseignants. Ils ne sont pas très très contents de leur ministre de tutelle, ils ne sont pas très contents de l'état de l'école, au même titre que les hôpitaux. C'est des vrais sujets régaliens dans le cadre de cette élection présidentielle. Donc ça, on le verra dans un prochain débat de notre club des éditorialistes. Je vous laisse faire une respiration et on revient dans un instant avec l'entrée en campagne d'Éric Zemmour. Retrouvez-moi ce soir dans Cap ou pas Cap, surmonter son handicap, avec Julia Tabat, membre du conseil d'administration de l'AFM Téléthon, sur PDA TV. On vous retrouve pour la deuxième partie de notre club des éditorialistes. Alors effectivement, on va parler d'Éric Zemmour, lancement de campagne tumultueux. Alors cela devait être une démonstration de force et d'unité. On allait voir ce qu'on allait voir. On a vu, avec plus d'1 heure de retard et après avoir laissé la scène à certains de ses soutiens, Éric Zemmour est apparu et non sans difficulté. Il a déroulé pendant 1 heure son programme et ses piques vers certains de ses contradicteurs en bon débatteur. Je n'ai pas 40 ans de roublardise politique et de langue de bois médiatique derrière moi. Nous avons bouleversé les plans les mieux établis et rompu le pacte tacite entre tous les acteurs de cette farce. Depuis des mois, nos meetings enragent les journalistes, dérangent les politiques et hystérisent la gauche. Et cela a dérapé au fond de la salle. Une dizaine de militants de SOS Racisme ont tenté d'afficher un message non racisme à l'aide de leur t-shirt. La réponse ne s'est pas fait attendre et ce fut une bagarre assez violente à laquelle nous avons pu assister. Voilà un début de campagne donc assez tumultueux. Marc Baudrier, vous étiez devant votre télévision ? Non, j'étais au meeting. Vous étiez au meeting, donc vous avez vu ça. Est-ce que vous avez vu d'abord, avant toute chose, ces échauffourées au fond de la salle ? Alors, j'étais dans la salle, j'étais à l'autre bout, parce que la scène était au milieu. C'est à Villepinte, oui, c'est à grand. Villepinte, et c'est très large. La salle est très large. Et donc, moi, j'étais complètement à gauche, et Pour une fois. Pour une fois. Et les événements dont vous parliez, notamment le SOS Racisme, étaient complètement à droite de la salle. Et honnêtement, quand on assistait, la plupart des gens qui ont assisté à ce meeting ne sont aperçus de presque rien, quoi. On a bien vu que ça bougeait un petit peu dans le fond de la salle, que ça bougeait un petit peu à gauche. On a entendu crier un peu contre Quotidien, qui a été sorti par la sécurité et qui sont revenus un petit peu après, là, l'équipe de Quotidien. Mais bon, ça n'a pas été très plus dérangeant que ça. À aucun moment, Éric Zemmour n'a arrêté son discours. On n'a pas vu du tout l'agression contre Éric Zemmour, dont on parle pas tellement, moins que de celle de SOS Racisme d'ailleurs, alors qu'il a été blessé. Et donc, pour les assistants au meeting, si vous voulez, on a vu qu'il y avait des petites choses, mais ça n'a pas du tout dérangé le meeting. L'image qu'on en donne aujourd'hui pourrait laisser penser à une espèce d'échauffourée permanente. C'était pas du tout l'impression des gens qui étaient dedans. Voilà. Didier Maistot, vous avez regardé les images hier. Quand ça s'arrête, votre sentiment, c'est quoi ? C'est un meeting, on ne peut plus classique. Dans la forme. Dans la forme. Rappelons, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, qu'au début, il y a un certain nombre de ses soutiens. On les évoquera tout à l'heure, qui se sont succédés. Voilà, les jeunes gens... On chauffe la salle. Les jeunes gens en t-shirt blanc, qui font la claque, les chauffeurs de salle, les soutiens, le clip avant. Moi, j'étais en 95 à Villepinte. C'est exactement... C'est d'un classicisme absolu. Absolu. Ouais. Donc, il n'y a rien à en dire de particulier de ce point de vue. Après, là, on ne sera pas d'accord. Moi, je trouve que c'est un agrégat de différentes idées prises. Il appuie toujours où ça fait mal, Zemmour. Alors, là, vous parlez du discours d'Éric Zemmour. Du fond, voilà. Sur la forme, que dire d'autre ? Il avait un prompteur. Alors, je me suis fait incendier sur les réseaux. Il y en avait 2.
C'est pour ça qu'il avait mis ses lunettes, il a bien le droit. Je confirme, effectivement, Voilà, il y avait donc deux les gens m'ont prompteurs à dit, non, l'américaine. il dit tout de tête, etc. Non, il avait 2 prompteurs, un à droite, un à gauche. Bon, voilà, ok. Une fois qu'on a dit ça, sur la forme, très bien. Sur le fond, après, moi, j'ai pas été surpris, parce que autant sur le clip, voilà, c'était un agrégat de différentes séquences censées illustrer son propos. Là, il est allé un peu, agréger différents poncifs, différentes frustrations encore, la droite. Qu'est-ce qu'il a dit, en fait? Il a dit la même chose que tous les autres, mais avec moi, je tiendrai mes promesses. Parce que je suis un homme neuf. Vous êtes lassé des politiciens, des journalistes, etc., comme si c'était un homme neuf. Et pourquoi, moi, je croirais plus M. Zemmour, premièrement? Peut-être parce qu'il est nouveau, pardon. Mais il n'est pas nouveau. Non, mais attendez, il est nouveau. Il est nouveau dans l'arène politique. Mais ça fait 30 ans qu'il fait de la politique sur toutes les ondes, M. Zemmour. C'est pas un journaliste comme les autres. Oui, mais il n'a pas choisi d'en vivre directement. Il n'est pas élu. Il n'était pas entré quand même dans l'arène politique, objectivement. Non, mais qu'est-ce que c'est que faire de la politique? Est-ce que faire de la politique, c'est en vivre ou c'est influencer par ses idées le débat politique? La question reste posée. Il y a des gens qui ne sont pas forcément élus, des Régis Debray ou des Zemmour ou des Emmanuel Todd ont autant influencé, sinon plus, la vie politique, et sans doute beaucoup plus que M. Sotti, Mme Pécresse ou Anne Hidalgo. Je veux dire. D'accord, mais pas dans le même rôle. Mais pas dans le même rôle. Non, mais quand il dit c'est un homme neuf qui ne fait pas de politique, finalement, qui fait de la... Il en fait indirectement. Il n'en vit pas, mais il fait de la politique. Vous évoquez Emmanuel Todd qui a influencé le discours et une partie de la stratégie de la campagne de Jacques Chirac en 95. Oui, On est d'accord. Tout à fait. Vous y étiez. Oui. Bon, il n'en retire pas moins qu'Emmanuel Todd n'est pas rentré en politique. Oui, alors lui, il dit, parce qu'effectivement, il franchit le Rubicon, nous dit-il, parce que son fils lui a dit « Papa, tu as raison, mais maintenant, il faut y aller ». Bon, très bien, ça, il a tout à fait le droit de le faire. Hein. Moi, il a le droit de s'exprimer, il a le droit de mener campagne, et on a aussi le droit de le critiquer. Voilà. Donc, moi, Vous n'êtes pas sur la ligne des antifas. Mais moi, je trouve ça m'intéresse pas tellement. C'est la crête des vagues. Moi, ce que je vois, surtout antifa par antifa, ce que je vois, c'est que même si dans son discours, il était plus mesuré, modéré, comme je le disais préalablement, je vois ce que ça libère dans la population. Et ce que ça libère dans la population, après un peuple de droite qui s'est senti frustré dans une cocotte minute, et après tout ce qu'il a dit quand même sur les femmes, sur les différentes religions, sur la civilisation qui serait en train de disparaître, les femmes qui n'ont pas le même cerveau. Alors je sais que sur TF1, il a dit que c'était reptilien, qu'il y avait 2 niveaux de lecture et d'écriture, et que nous étions un peu sots, incapables de comprendre. Moi, je vous dis franchement, ce qu'il a toujours dit, c'est pas nouveau, hein, je m'y étais... Déjà, j'avais noté ça. Ça, c'est le polémiste. Non. Aujourd'hui, on a un responsable. Non, au début, politique, il a écrit un livre qui s'appelait Le Premier Sexe, il y a 20 ans. Il a les idées très claires sur les choses. Les femmes à la maison, les hommes se projettent à l'extérieur. C'est lui qui le dit. Et les génies sont des hommes. C'est comme ça, il le dit. Bon, voilà. Il dit que le schéma est comme ça. Et qu'il faut être viril et qu'on peut trousser. Il dit pas que toutes les femmes doivent se conformer à ce schéma. Non, mais... Il faut, c'est aussi, on a simplifié jusqu'à la caricature ce qu'il avait dit. Marc, c'est sa pensée. Il a exprimé à travers de livres. Moi, je dis juste qu'il a exprimé ça. Mais sa pensée, pensée est plus complexe que ce que vous dites. Peut-être, je ne suis pas assez intelligent. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est ce que m'avait dit Monsieur Legendre. Non, mais peut-être qu'elle est plus complexe. Mais enfin, dans un premier niveau de lecture, moi, quand je lis un livre, on me dit que les femmes n'ont pas la même intelligence tout à fait que les hommes, que les hommes doivent se projeter à l'extérieur et les femmes doivent plutôt torcher les mômes, moi, ça me choque. Oui, enfin, vous caricaturez. Non, c'est ce qu'il a écrit. Bon, ça me choque. Ce qui me choque aussi, c'est qu'ils disent que tous les migrants, il a bien insisté là-dessus, sont des violeurs. Mais non. Il a dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Tous les migrants sont des violeurs. Il a dit dans les prisons, il n'y a que des Arabes et des Noirs. Il a dit tous les migrants sont des violeurs. Christine Kelly l'a repris. Il lui a dit non, pas tous les migrants. Il a dit bien sûr, pas tous les migrants dans la foulée. Donc sa première idée. Sa première idée,
Mais qui est toujours la bonne, c'est quand même ça. Sa langue a fourché, il l'a corrigé immédiatement dans la même émission en répondant à une question de l'animatrice. Les femmes, on ne comprend pas et sa langue a fourché. Très bien. Voilà, moi, je ne suis pas l'avocat de Zemmour, je veux dire. Ce que je veux dire par là, il faut bien avoir le souci de l'exactitude et de... Au-delà des polémiques, Marc, oui. C'est que je trouve que ce qui libère, parce que même s'il a été plus modéré, ce qui libère dans la population me semble dangereux. Deuxièmement, et là, sur les questions plus programmatiques, même si elles étaient très faibles, parce qu'en fait, on ne voit pas bien. Alors, on peut dire qu'il a une vision et qu'il n'est pas là pour égrener des mesures, mais il en a quand même égrené un certain nombre avec 3 piliers, nous a-t-il dit, si je me souviens bien. Je n'ai pas tout à fait compris. Par exemple, sur les questions migratoires, on connaît un peu sa théorie, celle du grand remplacement et celle aussi du grand déclassement en termes économiques. Mais restons sur la migration, qui est vraiment le grand thème de campagne, à partir duquel les uns et les autres vont devoir se positionner. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on vit? Est-ce que c'est acceptable de le dire comme ça? Ou est-ce que c'est pas du tout acceptable? Bon. Donc, qu'a-t-il dit? Retour du droit du sang, en fait. Contre le droit du sol, ça veut dire droit du sang. Donc, je trouve ça incompatible avec le fait qu'être français, ça se mérite, puisqu'il a dit le talent, le mérite, il faut aimer l'assimilation, etc. Alors, s'il n'y a que le droit du sang, je ne vois pas comment on peut s'assimiler. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il a parlé des technocrates de Bruxelles, de toute cette Europe qui nous détruit et qui nous asservit, mais il ne propose pas d'en sortir. Autre exemple, quand je parlais d'agrégat, c'est bien, comme je dis, il prend un peu à droite, un peu à gauche, il veut que les gens soient heureux et joyeux, c'est ce qu'il a dit, et pour cela, comme nous sommes écrasés par l'impôt, il veut réduire les cotisations patronales et puis augmenter le salaire net. Très bien. Et quand on y va, il va peut-être décliner ça en bon économiste, parce qu'on lui a toujours reproché, vous êtes faible en économie. Et que dit-il? Il dit, tout ça, c'est parce qu'il y a des étrangers et que c'est des pompes aspirantes, et voilà où passent vos impôts. Moi, je trouve que c'est à la fois un peu court, et alors s'il est vraiment, en plus, un souverainiste éclairé et qui veut proposer des solutions, que ne propose-t-il pas de faire un Frexit? Je ne comprends pas bien ces incohérences. Il est dans des incohérences, me semble-t-il, stratégiques et programmatiques. Et moi, ça me pose question, en plus des pulsions qui me semblent néfastes et dangereuses pour l'ensemble de la population, parce que on peut être patriote, on peut être patriote et on peut être patriote et souverainiste, ce qui est mon cas, je m'en suis jamais caché, sans être xénophobe et raciste. Moi, c'est comme ça que je le reçois, ce discours. Je le reçois comme un coup de poing. Parce que ma famille s'est assimilée à la France. Je ne suis pas français de souche. S'est battue pour la France, a versé du sang pour la France. Et beaucoup de membres de ma famille ont résisté, ont été fusillés et vous n'avez pas remarqué les nazis qu'il avait rendu hommage à ces familles-là? Oui, mais ça ne suffit pas de rendre hommage. Ça ne suffit pas, c'est quand même déjà pas mal. Il faut aussi prouver par son discours qu'on comprend ce qu'ont vécu ces familles-là. Moi, ça m'a pas... On va écouter, en tout cas, il y en a beaucoup qui comprennent, parce que moi, ce qui m'a frappé sur place, c'est qu'il y avait énormément d'immigrés, enfin, ou de descendants d'immigrés, en tout cas de gens qui étaient visiblement pas de souche franco-française depuis 150 ans. Et donc, ça prouve bien que son discours n'est pas perçu comme par tous, comme vous le percevez vous. Sur ce qu'il libère dans la population, moi, ce que j'ai vu sur place, en tout cas, c'est qu'il libère un espoir extraordinaire. C'est vraiment, il est porté par un... Qui est parfois un peu leste même, on peut dire. Avec des gestes un peu amples. Écoutez, l'espoir qui se libère. Je ne sais pas si... en tout cas, si vous voulez, c'est incroyable de voir le souffle et l'enthousiasme qui suivent Éric Zemmour et qu'on ne voit pas du tout, ni derrière Marine Le Pen, honnêtement, ça c'est vrai. Ni derrière LR, sauf un peu peut-être derrière Ciotti, qui a une vraie dynamique, mais aucun des partis, moi je ne vois ça derrière aucun des partis. Il y a une espèce d'aspiration, si vous voulez, qui est palpable. Quand vous y allez, au-delà c'est palpable. des polémiques, parce que 13 000 personnes Non mais
à Villepinte, c'est quand même assez impressionnant. C'est incontestable pour moi. Voilà. Je pense que la dynamique, elle est de ce côté-là, mais pour aller un peu plus haut... Mais si vous voulez, on ne crée pas une dynamique comme ça sur de la haine, de la xénophobie et du racisme. Non, on crée une dynamique comme ça sur de l'espoir et sur des idées un peu élevées. Il y a aussi ça, quand même, parce qu'il faut écouter le discours jusqu'au bout. Après ça, sur les... Oui. On peut quand même aussi créer une dynamique sur de la haine. Toute l'histoire de l'humanité l'a démontré. Écoutez, une dynamique sur de la haine, moi j'ai pas vu de haine, j'ai vu une attaque. C'était pas mon propos. Vous disiez qu'on ne pouvait pouvait pas créer une dynamique sur de la haine. Je me permettais juste de nous ramener à l'histoire de l'humanité. On peut l'avoir. Ou du XXe siècle. Hein. Écoutez, en politique, je vois pas tellement de dynamique créée uniquement sur de la haine. Si vous voulez, si je peux vous raconter l'histoire des années 20 en Italie, ça a commencé comme ça, ou des années 30 en Allemagne, après la République de Weimar. C'est aussi un peu de la manière dont on refait les campagnes. Ou l'histoire de la Révolution russe, si vous préférez. Est-ce que les gens étaient vraiment portés par de la haine ? Non, la Révolution russe, les gens avaient aussi un espoir de... Mais bien sûr. Non, mais y a-t-il des guerres justes ? Vous voyez, c'est ça la question, premièrement. Deuxièmement, quand il y en a... Il y a quand même un espoir d'améliorer la société. Mais allons au bout de ces idées philosophiques. C'est ça qui porte... pas mon propos. C'est ça qui porte une dynamique. Allons au bout de ces idées philosophiques, parce qu'elles sont politiques. Elles sont intéressantes. Dans un pays, comme c'est le cas aujourd'hui en France, où... économiquement, c'est pas terrible, où les gens sont socialement déclassés, où il y a des problèmes vécus, en tout cas d'immigration, d'assimilation, d'intégration, appelons ça comme on veut. Évidemment, quand ça va mal, tout de suite se pose, mais ça c'est vrai dans toute l'histoire du XXe siècle, la question de l'identité. Et la question de l'identité, elle s'est posée en Italie, elle s'est posée en Allemagne, elle s'est posée en France aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est posée après, elle s'est posée avec la guerre d'Algérie. C'est la question, qu'est-ce qu'être français ? Bon, cette question, et je ne suis vraiment pas polémique, j'essaie vraiment de réfléchir au niveau qui convient, parce que il me semble que c'est le clivage principal de notre société française aujourd'hui. Est-ce que ce cordon sanitaire, lorsqu'il est en train de se rompre, que ces digues sont en train de sauter les unes après les autres, on disait avant, quand le Front National a été créé, qu'il était à 1%, il vaut mieux l'intégrer pour le diluer. Parce qu'à 1%, le Front National n'est pas dangereux. Et ceux qui gueulent un peu plus fort, qui sont un peu racistes et xénophobes, on va les noyer dans un truc. Bon, c'est nos... Ce qui est insupportable, c'est de tout ramener au racisme. Non, mais je finis. Didier, on va laisser Marc Baudry vous répondre. Non, mais je voudrais quand même aller juste au bout de alors rapidement, pour très vite. Quand même un temps de parole. Est-ce que c'est ça qui a ce cordon sanitaire, entre guillemets, appelons-le comme ça, puisqu'il a été appelé comme ça par les caciques politiques, est-ce qu'il a permis cela ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, la question n'est pas inverse ? Est-ce que ce n'est pas les idées du Rassemblement national, appelons-les comme vous voulez, et de la ligne Zemmour, qui sont venues complètement captées, et alors que la droite, maintenant dite classique, vient juste une petite goutte d'eau se diluer là-dedans, quoi. C'est ça la question. Baudry répondait effectivement oui. Didier. Alors la droite classique s'est diluée là-dedans parce qu'elle n'a pas réglé les problèmes, parce que le cordon sanitaire lui a interdit de régler les problèmes que ressentaient les Français. Il y avait un problème d'immigration, et la droite classique, le RPR, LR, etc., ont refusé pendant des années de dire qu'il y a un problème d'immigration. Donc les électeurs sont partis chez les partis qui disaient bah oui, il y a un problème et qui proposaient des solutions pour le régler. Ça c'est pour les causes. Ce qui est faux d'ailleurs, c'est pas un problème d'immigration pour moi. Ah, si, c'est un problème d'assimilation, ce qui est différent. Non, c'est pas différent, c'est parfaitement lié. On en parlera, mais allez-y. Alors je reviens quand même à Zemmour. Évidemment, il a quand même donné des lignes de force extrêmement claires. Zéro immigration, par exemple. C'est impossible, ça. Plus de libéralisme. Vous savez bien que c'est impossible. C'était un autre débat. En tout cas, mais même Boris Johnson, on convient. C'est un slogan, c'est incantatoire. Une économie, une libéralisation de l'économie, beaucoup moins de taxes et de présence de l'État, ça correspond à une aspiration aussi, d'ailleurs, qui est différente de celle du Front National. Une Europe qui ne domine plus les nations et qui n'écrase plus les souverainetés, mais qui, au contraire, les soutient. Et moi, j'ai rien vu de particulièrement xénophobe et racisme. Au
Au contraire, il a rendu hommage à cette immigration qui aide et qui aime la France. Donc voilà, et tout en soulignant que lui-même en était issu. Alors, je vous interromps maintenant parce que vous avez parlé tout à l'heure de la pensée complexe de Zemmour, on est d'accord ? C'est-à-dire, comment ça de la... Vous avez évoqué le terme de pensée complexe d'Éric Zemmour tout à l'heure. Donc, oui, à propos du féminisme, je disais que c'était plus complexe que le résumé de Didier Baisto. Oui. Bon, moi, ce que je vais vous dire, les femmes c'est pas le seul. C'est pas complexe quand vous êtes une femme. Didier, s'il vous plaît. Vous comprenez ça tout de suite. Non. Merci. Il y en avait beaucoup. Messieurs. Oui. Donc, notoirement, c'est pas le seul à avoir une pensée complexe, puisqu'Éric Zemmour, en parlant de la personne d'Emmanuel Macron, il a dit qu'elle ne nous intéressait pas parce qu'elle était fondamentalement inintéressante. Trouvez-moi un seul Français qui puisse expliquer la pensée d'Emmanuel Macron. Donc, notoirement, nous avons des gens qui veulent devenir président de la République à pensée complexe, Marc Baudrier. Oui, alors c'est sûr qu'il a été dur sur Emmanuel Macron, qu'il a accusé de n'avoir pas de ligne politique, d'être dans le en même temps en permanence et d'être donc un tacticien. En gros, je le dis avec mes mots, c'était pas les siens, un tacticien plus qu'un stratège, en gros. Je pense qu'il touche assez juste. Parce qu'il a continué. Il n'y en a aucun, même pas lui, donc personne ne sait qui il est parce qu'il n'est personne. En 2017, la France a élu le néant et elle est tombée dedans, a poursuivi Éric Zemmour, qualifiant le président de la République de mannequin de plastique, d'adolescent ou encore de fantôme, d'adolescent se cherchant, si je ne me trompe même pas là-dessus. Oui, je trouve ça assez juste. On a un président de la République, si vous voulez, dont personne ne voit très bien la ligne. Où veut-il emmener la France ? Mais là, on va plus loin que sur la ligne, on va sur la personne quand même, non ? Non, on ne va pas sur la personne. Un adolescent qui cherche, non, vous ne pensez pas, vous ? Non, je pense qu'on est typiquement sur une politique. Voilà, il décrit une politique et la personne qui l'incarne et qui, en plus, sera candidat à l'élection présidentielle. Donc, il a le droit, me semble-t-il, et même peut-être le devoir de regarder ce qui, derrière le président de la République et derrière le candidat à la présidentielle, quelle est sa ligne politique et sa pratique politique. Ça paraît assez classique. Et je ne vous parle même pas des commentaires de La République En Marche, des pontes de La République En Marche sur le candidat Zemmour ou sur Le Pen ou sur d'autres. Ça fait partie de la politique. Parlons des autres. C'est pas toujours on n'est pas chez les bisounours et c'est pas toujours des bisous dans le cou. Alors parlons des autres. Parlons aussi de ceux qui ont rejoint Éric Zemmour. Hier, au premier rang, figuraient Éric Nolot, Christine Boutin, Monsieur Poisson, Jacqueline Moureau, Pierre-Louis Chalençon, Jean Messia, Joachim Sonforget. Didier Maisto, quand je cite les noms, et qui sont plus ou moins connus pour la plupart, alors on a toujours eu ça aussi dans les meetings. Plein de gens, société civile, politique qui rejoignaient, des transfuges. On a également Charles Millon qui a apporté son soutien à Éric Zemmour. Comment vous analysez ces ralliements ? On a également M. Couteau qui était là également, qui a pris la parole. Il n'y a pas de grosse prise. Et Laurent de Saint-Afrique. Ça, c'est pas inintéressant. Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, précisons nos téléspectateurs, c'est l'ancien conseiller spécial de Jean-Marie Le Pen. C'est peut-être un signal aussi envoyé par rapport à sa fille Marine Le Pen. Bon, de toute façon, je peux vous faire pour chaque personnage. Paul-Marie Couteau, il a toujours oscillé dans cette ligne-là. Il a été élu député européen. Il était sur la ligne Pasqua, souverainiste, assez critique vis-à-vis de l'islam, plutôt intellectuel, assez charpenté, qui est un des penseurs de la droite et de cette droite-là. Très souverainiste. Très souverainiste, c'est tout à fait naturel. Jacqueline Moureau, c'est une opportuniste. Elle a fait quelques semaines avec les Gilets jaunes. Avant, elle s'occupait des chemtrails, vous savez, ces avions qui lâchent des gaz qui vont tous nous empoisonner. On va tous mourir sous l'effet conjugué des Russes et des Martiens. Voilà, Jacqueline Moureau, elle a besoin d'exister. Et elle a trouvé là, et pour Zemmour, il a l'impression de dire, voilà, j'ai une prise gilet jaune. Voilà. C'est pas la seule, d'ailleurs. Il y a Monsieur Cauchy, que je connais aussi, qui était d'abord avec Benjamin Cauchy, avec Nicolas Dupont-Aignan. Il était sur une ligne souverainiste chez les Gilets jaunes, comme beaucoup l'étaient. Et puis petit à petit, je l'ai vu dériver, je dirais.
d'aller ensuite chez Nicolas Dupont-Aignan, pourquoi pas, très bien, qui a été très clair, lui, en revanche, sur la ligne Zemmour. Je ne sais pas s'il tiendra, on verra. Et qui ensuite finit chez Zemmour. Après, vous avez Jean-Frédéric Poisson. Ça, c'est encore différent. Jean-Frédéric Poisson, de formation philosophique, c'est la droite chrétienne et même catholique. Avec Christine Boutin. Avec Christine Boutin. Donc, moi, j'ai pas été... Alors, j'étais un peu surpris que ça se fasse aussi vite, mais là, il faut y voir surtout les législatives, parce qu'il va donner, avec un parti conservateur dont j'ignorais même l'existence, une dame qui était présidente de ce parti, les conservateurs, je ne sais pas exactement le nom. Mais en tout cas, ce qui se joue là, c'est les législatives. Parce que en étant en plus président de la commission d'investiture, la première chose qu'il va faire, c'est essayer de récupérer sa circonscription dans le 78. Donc voilà, si vous voulez, après Charles Millon, ok, Charles, tu parles Charles, c'était un des aspirateurs de la droite, c'est devenu un peu Yoda qu'on vient consulter. Alors Yoda, des droites, la guerre vient de commencer, très bien. Il n'y a pas véritablement de l'interprétation à faire en termes de poids politique de ces ralliements, qui sont plutôt des ralliements personnels pour des carrières personnelles ou pour donner une existence et une sortie à ses propres mouvements politiques. C'est pas ça qui va faire bouger les lignes. Il n'y a pas eu une grosse prise significative qui dirait « Oh là là, il est là, lui », voilà. Pas aujourd'hui en tout cas. Pas aujourd'hui en tout cas. Marc Baudrier, Sens commun également, vient de se rallier. Oui, absolument. Bon, ça dit quoi, ça aussi ? Non, mais ça dit qu'il y a quand même un certain nombre de mouvances, si vous voulez, qui se reconnaissent dans ce candidat et qui le soutiennent, le rejoignent. Voilà. Alors, je sais pas, évidemment, tout ça, c'est pas des mouvances, mais enfin, Paul-Marie Couteau, le souverainisme français, c'est quand même important, je pense. Jacqueline Moreau, elle a eu quand même un peu son heure de gloire et elle a incarné tout ce mouvement des Gilets jaunes qui avait quand même une prise importante. À un certain moment, quand même. Elle a fait deux lives en disant l'essence est chère. Oui, un peu plus que ça, Elle faisait quand même partie des figures des Gilets jaunes. C'est compliqué, les Gilets jaunes. Ça n'a pas duré longtemps, Marc. Je peux vous dire que ça n'a pas duré longtemps. Peut-être. Vous avez peut-être raison. En tout cas, ça faisait quand même partie de ces figures des Gilets jaunes. Et donc, voilà. Non, il y a quand même des gens qui ont un vrai impact. Laurence Trochu, des conservateurs, c'est aussi un univers qui rejoignent Zemmour. Donc voilà, il y a un certain nombre de prises. Après ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu de grands maires de grandes villes ou voilà, pour l'instant. Mais faut voir les chiffres. Ça peut venir. Ça peut venir, ça viendra peut-être pas. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une dynamique de cette campagne Zemmour qui est incontestable, notamment chez les jeunes, mais pas seulement, et qui risque d'attirer. On a vu par exemple la déclaration d'aujourd'hui, je crois, de Guillaume Pelletier. Qui est troublé, oui. Qui ne peut pas être attiré par l'aimant Zemmour. Exactement. Voilà, alors c'est vrai que Guillaume Pelletier a été attiré par pas mal d'aimants, mais on n'est pas à l'abri de quelques bascules un peu choc. Messieurs, Est-ce qu'on peut considérer que la campagne est réellement commencée cette fois-ci ? Ah oui. Bah oui. Là, on est en plein dedans. Là. Oui. Elle est commencée de manière assez violente, d'ailleurs, un peu partout, dans tous les camps, parce que chacun veut affirmer. Parce que le problème, ce qu'on disait tout à l'heure, qui est intéressant, je trouve aussi, d'un point de vue, alors pour le coup, des idées, des histoires des partis politiques, c'est qu'aujourd'hui, pour émerger, il faut être disruptif. Si vous êtes dans une parole justement complexe, mais apaisée, en essayant d'expliquer les choses par A plus B, le pourquoi du comment, ça passe plus dans l'opinion. Ouais, sans doute que c'est cette société... Mais pourquoi ? Alors peut-être qu'il y a sans doute des raisons historiques contemporaines, le fait que la poussière a été mise sur le tapis, sur tous les problèmes principaux, je vous le concède bien volontiers. Je suis heureux de vous l'entendre. Mais non, mais je l'ai toujours dit, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Le fait qu'aussi on est dans une société du spectacle avec des réseaux sociaux où il faut avoir des hashtags, la punchline, il y a même des émissions qui s'appellent Punchline, c'est celui qui tuera le plus vite l'autre. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les gens fassent l'effort de lire les différents programmes. Moi, je le vois dans le débat public ou quand je fais... Mais aujourd'hui, voilà. Pas plus qu'hier. Oui, pas plus qu'hier, sauf qu'aujourd'hui, je pense que la société de l'instantanéité
ne cesse d'accélérer. Et que ça, on l'avait peut-être pas mesuré jusqu'à la dernière campagne, un petit peu, ça avait commencé avec Macron, hein, bien sûr, parce que là, l'astroturfing et les fermatrolls et tout ce qu'il faisait sur Twitter d'une façon extrêmement virulente, ce que fait aussi l'équipe de Zemmour, parce que j'en ai moi-même été victime ce week-end, hein, je ne vais pas faire la pleureuse, oui, j'ai dû porter plainte, parce que vous voyez, quand je dis que ça libère des comportements quand même pour le moins enfin je sais pas, illégaux en tout cas, pas normaux dans une démocratie. Je peux vous dire, quand vous en êtes à des menaces de mort sur vous et votre famille, moi je dis ça libère quand même un certain nombre de choses, alors que j'ai quand même eu toujours des propos, on me connaît, certes un peu tranchants parfois, mais quand même mesurés, je ne suis pas un excité. Bon, vous voyez, donc moi je me méfie... Un comportement inexcusable. Non mais bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut dire les choses, c'est pas parce qu'il y a eu un silence coupable que derrière, il ne faut pas dire les choses et aborder les problèmes de front, si j'ose dire. Mais il faut je pense, ce qui manque aujourd'hui, c'est un peu de hauteur de vue dans la prise en compte de ces problèmes. Et vous disiez, on ne bâtit pas une campagne ou une dynamique sur de la rage, sur de la haine, sur des mauvais sentiments. Moi, je pense au contraire qu'en flattant les vils instincts de l'homme, c'est ce qui permet justement une dynamique. Après, se transforme-t-elle en quelque chose de bénéfique ou dans le mal absolu? Moi, je pense que ça, c'est une des questions qui nous est posée à tous, posée en tant que citoyens et qu'électeurs. Oui. Messieurs, on en restera là-dessus. De toute façon, vous venez de le dire, la campagne vient de commencer, donc on aura bien l'occasion de revenir sur ces différents sujets. On va vous laisser dans un instant avec Caroline Pilastre qui nous présente un numéro spécial de son émission Cap ou pas Cap sur le Téléthon 2021 avec Julia Tabat, membre du conseil d'administration de l'AFM Téléthon, pour parler et débriefer de ce Téléthon. Pour ce qui nous concerne, nous vous retrouvons demain de 18h30 à 19h30 pour un nouveau numéro des Hauts et Débats. Vous pouvez nous suivre sur pdatv.fr. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de PDA TV et nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Ils s'inscrivent au bas de votre écran. Merci de votre fidélité. Demain, 18h30, 19h30. Mais la soirée continue sur PDA TV. À demain. J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à la France. Vive la République. Vive la France.